Le nouvel esprit public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle édition du Nouvel Esprit Public, au cours de laquelle nous nous efforcerons d'éclairer certains éléments de l'actualité. Nous le ferons avec Jean-Louis Bourlange, député des Hauts-de-Seine, avec Béatrice Gibelin, directrice de l'Institut français de géopolitique et de la revue Hérodote, avec Mathias Fekl, conseiller régional d'Aquitaine et ancien ministre, et avec Nicole Niesotto, qui est au Conservatoire national des arts et métiers la titulaire de la chaire Union européenne. Je vous rappelle que notre prochaine émission en public à l'école alsacienne aura lieu le dimanche 8 décembre. Je vous rappelle aussi que ce sera une émission exceptionnelle puisque, en fait, elle sera double. La première sera l'émission ordinaire de commentaires de l'actualité et la seconde, une émission thématique consacrée à la géopolitique des séries télévisées avec Dominique Moisy, conseiller spécial de l'Institut français des relations internationales. Et vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire sur ce site. Et d'ailleurs, vous vous inscrivez d'ores et déjà sur ce site. Il semblerait que la géopolitique des séries télévisées attire considérablement l'intérêt de notre auditoire. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1, qui est consacré aux violences conjugales. On y lira un témoignage de Françoise Le Goff, dont la mère a été sous ses yeux tuée par son mari et qui décrit ce qu'elle considère comme une survie. L'historien Yvan Jablonka examine les pathologies de la masculinité, tandis que la philosophe Eva Dorlin revient sur les débats sur le concept de légitime violence différée, concept né de l'affaire Catherine Sauvage. Et la journaliste Isabelle Valdés raconte l'affaire Ana Orantes, femme arrosée d'essence et brûlée vive par son mari, après qu'elle avait dénoncé à la télévision espagnole les humiliations et les tortures qui étaient son lot depuis son mariage et contre lesquelles elle ne parvenait pas à trouver de protection. Vous le savez, nous vivons de vos contributions. Elles peuvent désormais être défiscalisées à hauteur de 66%. Et selon une tradition antique et solennelle, nous allons remercier celles et ceux d'entre vous qui contribuent à la poursuite de notre activité. Et pour ma part, je remercie Pierre Santamaria, Sylviane Royer, Maxence Jonot et Édouard Guérin. Jean-Louis Bourlange. Oui, mes remerciements vont en votre nom à tous, à Marie-Claude Schilling, à Annie Papeau, à Serge Astière et à Jean-Baptiste Lacombe. Quant à moi, je remercie Jean Sandler, Jean-François Demonnet, Julien Digue et Hélène Codos. Nicole Niesotto. Mes remerciements à Julien Horn, Olivier Chatin, Susanna Morris et Jean-François Lambert. Mathias Fekl. Mes remerciements à Thomas Gros, Éric Berthenet, Philippe Raffin et John Billard. Merci à elles, merci à eux, merci à celles et ceux qui vont imiter leur admirable exemple. Je vous propose que nous intéressions maintenant au Congrès des maires de France, puisqu'à 4 mois des municipales, le président Macron a ouvert ce congrès, le 102e, mardi à la porte de Versailles, devant plusieurs milliers d'élus locaux. Depuis son élection, Emmanuel Macron entretient des relations tumultueuses avec les maires, avec en point d'orgue sa décision de ne pas participer au congrès 2018, alors qu'il s'était auparavant engagé à venir chaque année. Depuis, le président a souhaité s'appuyer sur les 34 967 maires lors du grand débat national pour sortir de la crise des Gilets jaunes, et il a multiplié les signes en direction des élus. Parmi les sujets de friction figurent en particulier les 13 milliards d'euros d'économies réclamés au territoire sur l'ensemble du quinquennat, la compensation de la suppression de la taxe d'habitation ou encore la taille des intercommunalités jugées trop grandes à force de regroupement. Plus largement, les édiles s'estiment dépossédés, abandonnés par le pouvoir central face à la disparition chronique des services publics, alors que selon la dernière enquête du Cevipof, le maire est de loin le représentant politique en qui les Français ont le plus confiance, 58% en décembre 2018, contre 31% de confiance envers les députés et 23% envers le président. Dans son long discours mardi aux élus, Emmanuel Macron a tenté de corriger son image de président des villes ou de président hors sol,
Il a martelé « J'ai besoin de vous », tout en évoquant notamment la hausse de la rémunération des maires, une nouvelle étape de la décentralisation qui sera présentée mi-2020, et en se prononçant contre l'interdiction des listes communautaires ou municipales. À 4 mois du scrutin, les maires ne sont plus que 28% à ne plus souhaiter se représenter en 2020, contre environ 1 sur 2 il y a un an, selon une enquête du Cevipof. C'est sensiblement la même proportion que lors des municipales de 2014. Le Premier ministre Édouard Philippe est intervenu en clôture jeudi sur le volet opérationnel, au moment où le Parlement examine un projet de loi engagement et proximité qui se veut une réponse aux attentes des élus. Sur cette question, Mathias Fekl. C'est un moment assez paradoxal, le congrès des maires, pour les maires et aussi pour le pouvoir exécutif au niveau national. Pour les maires, parce que ils viennent à Paris à ce moment-là pour échanger. C'est un moment, un vrai moment de foisonnement, d'échange intellectuel, d'échange de bonnes pratiques. On apprend énormément dans les congrès des maires, et face à ce qui peut être parfois la solitude de l'élu local, on sort le nez du guidon, on peut échanger, confronter, voir qu'on n'est pas le seul à avoir des difficultés, et voir ce qui se fait de bien ailleurs, comment on peut le transposer. Mais c'est paradoxal parce que il y a cette volonté à la fois de venir à Paris pour voir, écouter le président de la République, écouter le gouvernement, et puis tout de suite après, une phase de déception, généralement. Quel que soit d'ailleurs le président en exercice, il est assez rare que les maires repartent en se disant le discours a été à la hauteur de nos attentes. Parce que les difficultés s'accumulent. Moi, j'étais adjoint au maire à Marmande. C'est très difficile d'être aujourd'hui élu local face à la multiplication des attentes. On est en première ligne. Beaucoup disent à portée de baffe des concitoyens. Ça, c'est bien. C'est des cordes de rappel extrêmement puissantes et très formatrices, mais on demande de régler énormément de choses sans que forcément il y ait les moyens en face. Donc il y a ce paradoxe-là, et puis il y a un paradoxe aussi pour le président actuel, me semble-t-il, car il avait dans une première phase, au moment de la conquête, construit une partie de sa stratégie, je pense qu'on peut le dire, contre les élus. En tout cas, dans le discours, moi je me souviens de phrases qui avaient été dites telles quelles. Les élus, c'est un parcours d'un autre temps, le maire, le député, etc., le clientélisme. Donc il y avait, et ça avait pris d'ailleurs, dans l'opinion, c'est quelque chose qui avait plutôt plu. Et puis ensuite, on a bien vu assez rapidement quand même que sans ce maillage, sans ce lien, l'exercice du pouvoir est quasiment impossible. Et donc, la crise des Gilets jaunes, le grand débat que vous avez évoqué, Philippe, tout à l'heure, ont été plutôt un moment de retournement là-dessus, avec la volonté de renouer la confiance. Donc le congrès des maires, c'est d'abord ça, ce moment-là. Ensuite, il y a plus généralement, me semble-t-il, la question de l'exercice des mandats locaux. Est-ce qu'on a tué le métier ? Est-ce que la crise des vocations va se confirmer ou non ? Le sondage que vous avez cité semble plutôt aller dans le bon sens, mais enfin, il faudra quand même voir après les prochaines municipales comment ça se passe. Et puis, dernière question pour lancer ce débat, il y a ce que donneront les élections municipales en termes de lisibilité politique. Que pourra-t-on en déduire ou non sur la suite ? Moi, je pense qu'on sera dans un grand flou, dans quelque chose de très brouillé, avec sans doute pas mal de reconduction de sortants. Et on aura une difficulté à en déduire un rapport de force politique, notamment parce que le parti présidentiel est dans une stratégie maintenant très impressionniste, investir des candidats à lui ici, soutenir des candidats venus d'un peu partout ailleurs. Donc je pense qu'il y aura pour la première fois des élections municipales très inédites, avec une difficulté, au-delà de quelques cas emblématiques, à en déduire une conclusion politique forte pour l'ensemble du pays. Béatrice Gibelin ? Oui, je suis tout à fait d'accord avec l'impression de flou qui va ressortir de tout cela. De toute façon, on ne parlera, comme toujours, que des grandes villes les plus importantes. Si Collomb garde Lyon, on dira que le parti a d'une certaine façon gagné. Si Lille reste aux socialistes, on dira que les socialistes tiennent bien. Voilà, on aura une lecture qui sera de toute façon pas, j'allais dire, faussée par ces quelques phares, ou Annie Hidalgo qui garde Paris, ou Benjamin Griveaux qui gagne Paris. On aura des discours qui vont complètement changer avec ça, mais qui ne diront rien réellement, effectivement, du rapport de force local qu'il y aura eu à la suite de ces municipales. Moi, ce qui me préoccupe, c'est comment les maires n'arrivent pas à investir l'intercommunalité.
Et parce que dans les maires qui ne veulent pas se représenter, c'est beaucoup des maires de petites communes. C'est pas les maires de grandes communes qui veulent pas se représenter. Ceux-là, ils s'accrochent plutôt à faire un 3e, 4e mandat. Donc c'est vraiment dans les petites communes. Et de cette façon très curieuse pour moi, assez paradoxale, ils se sont par exemple insurgés contre le problème de l'assainissement et de l'eau qui passerait au niveau de l'intercommunalité. On nous dépossède de nos pouvoirs. Mais qu'est-ce que ça veut dire gérer aujourd'hui l'assainissement et l'eau à l'échelle d'une petite commune? C'est franchement problématique. Bon, or, il n'y a aucun investissement sur les intercommunalités. Et je pense que cette campagne électorale va encore une fois faire la passe sur les intercoms. Et qu'est-ce qu'ils regrettent? Qu'on les ait poussés à aller vers des intercommunalités un peu plus grandes. Mais on a une myriade de petites intercommunalités et qui n'ont pas plus j'allais dire, de bon sens, parfois dans des associations tout à fait surprenantes d'une certaine façon. Et je m'interroge sur à la fois ces maires dont on dit combien ils sont importants sur le maillage du territoire et de la République, mais on sait tous que c'est un maillage avec des trous énormes et qu'il serait bon de les associer, et qui pose un problème derrière ça, qui est le problème de la fiscalité des communes. Et cette fiscalité, elle pourrait se poser à l'échelle de l'intercommunalité. Elle se pose un peu en partie, mais qu'en partie seulement. Et c'est cet attachement à un pouvoir et à toutes leurs compétences qui me semble préoccupant pour faire avancer ce qui serait peut-être à venir une vraie décentralisation, une vraie déconcentration. J'ai l'impression qu'on n'avance pas. Nicole Niezato. Oui, il y a un paradoxe chez les maires d'aujourd'hui, c'est-à-dire ils sont les plus aimés des élus français. Vous l'avez dit, Philippe, 58% des Français leur font confiance alors qu'ils n'accordent que 31% de confiance à leurs députés. Et dans une municipalité, il n'y a que 9% de gens qui ne connaissent pas le nom du maire. D'ailleurs, on se demande où ils vivent, ces gens-là, quand on ne connaît pas le nom de son maire. Mais bon, donc d'un côté, ils ont vraiment en développement de la maladie d'Alzheimer. Oui, peut-être c'est ça, en fait. Donc d'un côté, ils ont le soutien populaire. Ce sont vraiment les seuls élus à peu près aimés. De l'autre, et ça c'est très récent et très nouveau, ils subissent de plus en plus de violences verbales ou physiques personnelles, c'est-à-dire dans leur fonction et en tant que personne. L'exemple atroce que l'on cite, c'est la mort du maire de Signes, Jean-Mathieu Mich, qui a été écrasé par un conducteur auquel il reprochait simplement de jeter des gravats là où il ne fallait pas. Et dans une enquête du Sénat récente, parue en septembre, 14% des maires interrogés disent subir des violences physiques dans l'exercice de leur mandat. Ça, je crois que c'est quand même nouveau. Et le troisième moment de ce paradoxe, c'est qu'ils sont les plus aimés, mais ils sont les plus malheureux. Il y a une espèce de blues des maires, de malaise, surtout dans les communes rurales, parce que c'est vrai qu'ils subissent la complexité grandissante des règles, la complexité grandissante du numérique. Maintenant, tout est dématérialisé et les maires eux-mêmes des petites communes ne sont pas des experts en numérique. Ils subissent la disparition des services publics, la poste, l'hôpital, etc. Et ils ont le sentiment donc d'abandon, de désinvestissement de la République. Et donc, on a ce tableau très contrasté d'une population d'élus qui sont à la fois le symbole de la proximité républicaine, et puis en même temps le symbole de la déshérence des territoires. Et donc, moi, je trouve qu'effectivement, aujourd'hui, être maire de ville moyenne, ça doit être un travail très difficile. Alors, qu'a fait le président Macron à cet égard? C'est vrai, au début, il avait une attitude où il considérait plutôt la France comme la start-up nation, donc avec une vision très dématérialisée du rapport aux Français. D'ailleurs, c'était pas simplement à l'égard des maires, c'était aussi à l'égard de toutes les instances représentatives, comme les syndicats, par exemple. On se souvient que la loi Perico, elle a été négociée pratiquement en marginalisant tous les syndicats. Non, puis, on peut pas dire ça. Si, on peut dire. On peut le contester, mais on peut le dire aussi. Par les armes. Et puis, alors, les Gilets jaunes ont eu cet aspect positif de dessiller les yeux du gouvernement sur l'importance qu'il y avait à avoir donc des relais territoriaux. Et donc, on est dans une deuxième phase de la relation d'Emmanuel Macron
aux maires. Après une histoire ratée, on a une tentative de reconquête, de reséduction. Moi, je trouve... Alors évidemment, la presse, ou comme vous le disiez, Mathias, il y a une déception après le Congrès des maires, mais quand même, il a fait des annonces qui me semblent importantes, pas seulement à l'égard des maires, mais à l'égard des fractures sociales dans ce pays, notamment la revitalisation des centres-villes et des commerces de proximité, notamment la création de ce qu'on appelle les maisons France Service, où il y aurait dans un même endroit la poste, la justice, la sécurité sociale, etc. Et puis, quelque chose qui est passé inaperçu, mais que je trouve important sur l'aspect finances publiques. Madame de Montchalin, donc la secrétaire d'État aux Affaires européennes, est allée devant les maires de France également, en expliquant que la France, par exemple, qui reçoit 28 milliards d'euros pendant les 7 ans pendant la mandature, pendant 5 ans, qui reçoit 28 milliards d'euros des différents fonds européens, le FEDER, la pêche, les jeunes, etc., n'en utilise que 75%, pas du tout de la faute de l'Union européenne, mais à cause de l'empilement des contraintes et des procédures bureaucratiques qu'il faut pour obtenir ces fonds. Par exemple, elle citait, il y a une enveloppe de 500 millions pour les pêcheurs pour s'adapter au Brexit, et bien seulement 19% de ces fonds ont été utilisés aujourd'hui. C'est-à-dire que les maires sont effectivement, en plus devant ce paradoxe, qu'il y a un potentiel d'argent à leur disposition qui pourrait compenser les 16 milliards d'économies d'investissement que le président leur demande, mais dans l'incapacité de les utiliser. Et je crois que si on arrivait à simplifier les procédures d'accès aux fonds européens, peut-être que les maires trouveraient une espèce de souffle financier qu'ils n'ont pas aujourd'hui. Jean-Louis Bourlanges. Oui, deux points. Je crois qu'il y a un problème de rapport avec le pouvoir syndical, mais certainement pas sur la réforme Pénicaud qui a été négociée. La seule surprise qui a été occasionnée par la réforme Pénicaud, c'est que l'interlocuteur privilégié du gouvernement a été FO avec Mailly et pas la CFDT avec Berger. Mais moi, je me rappelle avoir beaucoup discuté avec Mailly à ce moment-là. Il était absolument partie prenante dans la négociation de façon très active. Sur les fonds, la gestion des fonds, c'est compliqué. L'Union européenne a sa responsabilité, parce qu'on ne peut pas dire, une fois de plus, que les procédures mises en place à Bruxelles soient parfaitement claires. Et or, ça implique une très grande décentralisation. Si on a une Union européenne de près de 500 millions d'habitants et qu'on distribue des fonds comme ça, il faut quand même qu'il y ait relâché un peu l'élastique, et c'est pas tout à fait le cas. Mais surtout, il faut quand même bien voir que quand on adopte le programme financier pluriannuel, on a tout à coup ces sommes qui sont libérées et on a forcément une gestion en chameau. C'est-à-dire que le temps d'élaboration des dossiers est assez long. Il faut quand même élaborer des dossiers. Il suffit pas de dire on a 500 millions pour le Brexit. Ensuite, il faut savoir ce qu'on en fait, bâtir des programmes. Quand on a bâti les programmes, on les instruit auprès. Et donc, on a toujours une gestion. C'est un vrai problème, mais il y a un décalage entre le temps officiel, si vous voulez, d'exécution des prévus pour les fonds structurels et le fonds réel. Il y a un décalage de 2 ans à peu près. Donc il faut voir ça. Cela dit, je suis d'accord avec Nicole. Le problème, une fois de plus, l'administration française complique tout. Ça, c'est évident. Mais c'est pas simplement la seule raison. Il y a vraiment des raisons de respiration du rythme des dossiers. Alors je vais pas aborder le problème à partir du maire. Vous l'avez fait. Je suis d'accord avec ce qui a été dit d'ailleurs. Mais je me placerai du point de vue du pouvoir et d'Emmanuel Macron. Moi, ce qui me paraît caractéristique, l'un des problèmes, je l'avais d'ailleurs au moment où je me suis rallié à Macron, j'avais d'ailleurs publié dans Télos un article qui disait à peu près ça, en disant il y a une hésitation sur la façon dont Macron va gérer la société politique. Or, il a choisi dans tous les domaines, et là je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Nicole, il a choisi dans tous les domaines une gestion centralisée. C'est-à-dire que c'est une forme assez paradoxale de centrisme centralisateur, ce qui est un paradoxe puisque le centrisme est par définition décentralisateur. C'est le même paradoxe que celui qu'a vécu Ciudadanos et qui conduit aujourd'hui ce parti en Espagne à la quasi-disparition, parce qu'avec la démission du président de Ciudadanos, le parti centriste est en grande difficulté. Or là, on voit bien que vis-à-vis du pouvoir municipal, on a eu un triple discours de méfiance, un discours de méfiance à l'égard des élus réputés clientélistes, comme on l'a dit, un
un discours de méfiance à l'égard d'un pouvoir pluriel, parce qu'on est vraiment dans une logique là plutôt bonapartiste ou technocratique ou rousseauiste, quelle que soit la façon dont on le qualifie, d'unité fondamentale du pouvoir autour de la personne présidentielle, de monarchie républicaine, et là l'altérité, le refus de l'altérité du pouvoir, elle touche tout le monde, à commencer par l'Assemblée nationale. Enfin, donc on a vraiment un pouvoir unique et pas de Et troisièmement, un refus de la décentralisation en tant que telle, symbolisée par plusieurs choses, dont l'insistance mise sur la déconcentration. Là, quand on était dans les écoles, on nous apprenait que la décentralisation, c'était le raccourcissement du manche du marteau, mais que le marteau continuait à être exercé, à être frappé utilisé par l'État. C'est pas la décentralisation qui consiste à donner le marteau à quelqu'un d'autre, au maire en l'occurrence. Et notamment, le symbole de ça a été la suppression de la taxe d'habitation. Moi, j'étais mal à l'aise pendant la campagne électorale sur deux choses. J'étais mal à l'aise sur les retraites, c'est-à-dire sur le refus du pas sur le systémique, c'est très bien d'essayer de faire quelque chose de systémique, mais sur l'élimination du problème paramétrique qui me paraît absolument inévitable. Et deuxièmement, sur la taxe d'habitation, j'ai dit à mes électeurs, je suis partisan de la réforme, de la transformation, pas de la suppression pure et simple. C'était un impôt injuste, tout le monde en convenait, mais c'était tout à fait légitime que des services de proximité soient financés par un impôt de proximité entre les mains des élus locaux. Donc, sur tout ça, ça compose un paysage qui est un paysage qui est assez dangereux pour le pouvoir central, parce que comme il a gagné à travers les élections européennes sur le plan de l'équilibre politique national, avec une marginalisation des deux grands partis traditionnels, le besoin de pluralisme, de différence, se réfugie ailleurs. Il se réfugie dans l'affirmation, la réaffirmation du pouvoir local, ce que nous avons dit au MoDem dès les européennes. On a dit, ça va pas les gars, si vous pensez que parce que vous avez fait un bon score aux européennes, les gens vont se précipiter pour élire des maires qui seront République en marche et se défier des maires sortants, vous êtes dans l'erreur complète. C'est pas du tout comme ça. Alors comme ce sont des gens intelligents et qui comprennent vite, ils ont vraiment changé leur fusil d'épaule, et ils se sont effectivement engagés sur la voie que décrivait Mathias, c'est-à-dire une voie où personne ne saurait très bien qui va gagner et qui va perdre. Et d'autre part, la seconde revendication est évidemment sociale, d'où le problème du 5 décembre. Donc on a un besoin sauvage de pluralité, et pas d'alternance, mais de pluralité qui trouve difficilement à s'exercer. Et je trouve que dans son exercice, le président, moi je crois qu'il faudrait une grande donne nouvelle sur le plan des rapports entre le pouvoir local et le pouvoir politique. Ça passerait sans doute, à mon avis, moi c'est mon idée depuis longtemps, mais je sais pas si, en tout cas c'est pas du tout celle du président, me semble-t-il, c'est de dire qu'il faut créer un bloc de compétences territoriales en matière de géographie des collectivités, de compétences, de finances, qui seraient co-gérées par le Sénat et par l'Assemblée nationale, parce que le Sénat, c'est l'émanation des collectivités territoriales. Donc une nouvelle donne dans le rapport entre le pouvoir territorial et le pouvoir central. Or, dans le discours de Macron, on en est loin. On était plutôt sur un exercice brillant, comme toujours, de reconquête des cœurs et des âmes. Or, je pense que les maires ont pas mal de qualités, dont celle de résister à la conquête des âmes. Juste un mot sur Nicole parlait de la violence contre les maires. Oui, elle est à l'image de la désinhibition d'un certain nombre de comportements, et surtout, c'est plus facile parce qu'on sait où ils sont. C'est plus facile de la baffe, pour reprendre l'expression de Mathias, au maire, que la baffe au député dont on ne sait pas s'il est en commission, s'il est à l'Assemblée, s'il est dans sa circonscription, etc. Par ailleurs, je partage pas cette admiration des Français pour les maires. Les affaires de corruption sont des affaires municipales, la plupart d'entre eux. Il y a beaucoup plus d'affaires de maires corrompus que de députés. Pas que des grandes villes. Non, dans les villes moyennes aussi. Et dans des petites villes, et même avec des phénomènes de népotisme, même de népotisme, au-delà du clientélisme. Et puis autre chose qui me frappe, c'est de voir comment, à la fois avec les intercommunalités telles qu'elles ont été conçues et avec les complications dont Jean-Louis parlait sur
dont l'administration est une formidable inventeresse, de voir comment les directeurs généraux des services, qu'on appelait autrefois le secrétaire de mairie, mais enfin, il a bien fallu là aussi mettre un peu de la vanité dans le titre, dont les directeurs des services ont pris une importance au détriment des maires, lesquels, pour en finir, sont quand même tellement sous-payés que je ne vois pas très bien, compte tenu du fait qu'on leur demande de plus en plus de choses. Moi, le maire dans l'Aveyron du chef-lieu de canton près duquel je me trouve, il était à Paris. Il venait tous les 2 mois et le secrétaire de mairie lui expliquait quels étaient les problèmes qu'il fallait trancher, etc. Maintenant, s'il n'est pas là à plein temps, d'où d'ailleurs le fait que c'est un homme âgé et retraité. Mathias Fekl. Oui, tout à l'heure je disais c'est bien d'être à portée de baffe, ça vaut à condition que ce soit symbolique. Et moi je suis très inquiet aussi, je dis ça en riant, mais... Je n'appelais pas... Non, je dis pas du tout qu'il y avait un appel à la violence de la part du placide Philippe Meyer, mais paisible, homme de paix. Homme de paix. Non, plus sérieusement, moi je suis très inquiet aussi par la montée de la violence contre les élus et par la violence politique plus généralement. Et ce serait très intéressant là-dessus d'avoir les chiffres, je ne suis pas sûr qu'ils aient été publiés, du nombre d'élus qui sont agressés, du nombre de dégradations au domicile des élus, ça c'est quelque chose qui est assez nouveau me semble-t-il, en tout cas de manière aussi substantielle, de séquestration parfois. Et il y a des députés de la majorité actuelle qui ont subi des choses qui sont absolument inadmissibles dans une démocratie, qui est des... moi, je me souviens, devant la permanence parlementaire, il y avait des dépôts de foin, de fumier, etc. Ça fait partie d'une sorte de règle du jeu, parce que c'est symbolique devant le lieu de celui qui représente le pouvoir ou est supposé le représenter. On va manifester. Mais quand vous avez des attaques maintenant personnelles, et encore une fois au domicile, parfois contre les familles, ça c'est quelque chose de très préoccupant et qui vraiment ne présage rien de bon. Donc là-dessus, les enfants à l'école. C'est très grave, très grave. Les enfants à l'école, les enfants la nuit. Il y a une ministre qui s'est fait, je crois, alpaguer chez elle alors que les enfants dormaient. Enfin, tout ça ne va pas. Et là-dessus, il y a besoin. Une députée, Noël dernier, je crois, qui s'est retrouvée enfermée dans... c'est pas possible. Patricia Galerno, qui est morte depuis, car elle était atteinte d'un cancer. Elle s'est retrouvée le matin emmurée chez elle. Ouais. En plus, elle était très malade. Enfin, c'était vraiment particulièrement honteux. Cette violence-là est extrêmement préoccupante. Elle est d'ailleurs pas que française. Hein. On la rencontre aussi dans d'autres pays européens. Mais ça fait partie du populisme ambiant. Mais là, je pense qu'il y a besoin d'une action spécifique. Après, sur le côté municipal, on est un peu à la fin d'un cycle. Par moment, on a l'impression d'être à la fin de l'Ancien Régime. Alors, en l'occurrence, je ne pense pas tellement à la centralisation du pouvoir, même si ça en fait partie, mais à l'empilement. Empilement de structures, Béatrice l'a dit sur les intercommunalités, au point que d'ailleurs au niveau local maintenant il est souvent difficile de porter des projets parce que les projets de l'un sont annulés par les projets de l'autre, parce que vous avez quand même difficulté à voir dans quel tuyau il faut mettre les choses pour que ça avance, donc il y a une sorte d'inertie très forte. Et puis l'empilement fiscal. Alors là pour le coup, moi j'étais adjoint au maire de la ville de Marmande, une ville moyenne de 18 000 habitants. Et là, vous voyez plusieurs choses. D'abord, l'illisibilité totale de la fiscalité locale et de la fiscalité nationale, d'ailleurs, plus généralement. Et puis, son inéquité. Son côté presque redistributif à l'envers, quoi. Si on exclut les plus modestes qui, pour le coup, ne sont pas assujettis sur tout ce qui est classe moyenne, enfin, j'énonce des évidences, mais vous le voyez concrètement sur des bases locatives qui n'ont pas été revues depuis des décennies, ce qui fait que ce qui était des logements de standing à l'époque, qui maintenant sont souvent des logements très dégradés, vous payez une taxe d'habitation plus élevée que sur du moderne, etc. Donc, ça ne va pas, mais on n'a pas trouvé à ce stade, et tout gouvernement confondu, la clé pour faire la réforme fiscale qui remettrait à plat aussi, de manière concrète, sonnante et trébuchante, ce qu'on entend par pacte social et pacte républicain. Oui, preuve que c'est compliqué, parce que je pense que tout le monde voudrait pouvoir arranger cette affaire-là et on n'y arrive pas. Donc, ça veut dire que c'est vraiment pas simple. Bon, et que le Yaka Faucon, là, une fois encore, ça va pas du tout, ça va pas du tout fonctionner. Mais je reviens moi sur ce qui me préoccupe, c'est comment ces maires qui se disent au service de leur population et qui ont le sens de l'intérêt général, soient dans vraiment l'incapacité de se mettre à penser à un autre niveau d'analyse. Quand vous expliquez que dans les intercoms, c'est chacun pour soi, au fond, qui essaye de passer son projet contre l'autre, ça veut dire qu'on n'a toujours pas
encore pensé à comment ça pouvait fonctionner. Résultat, vos directeurs généraux, qui sont devenus des gens à la tête parfois de communes importantes, je pense aux grandes villes, ils ont une extrême compétence, ce sont des gens qui connaissent parfaitement la loi et qui jouent un rôle extrêmement important. Et bien évidemment, qui sont normalement les conseillers directs des maires et pouvant peut-être même orienter la politique des maires. Mais pour moi, c'est une question, et là je partage la position de Philippe, je n'ai pas tant d'admiration que ça pour les maires, même si je reconnais qu'ils sont au charbon à peu près tous les jours, mais comment se fait-il, et c'est une spécificité française, qu'on n'arrive pas à changer de niveau d'analyse pour pouvoir penser ce territoire avec une maille un peu plus large dans l'intérêt commun. On se plaint de ne pas avoir de service d'État, mais il suffit de regarder combien on a de gens pour lesquels on doit faire ce service. Enfin, il faut être un peu raisonnable dans ce problème. Et je ne comprends pas pourquoi on n'y arrive pas dans ce pays. Jean-Louis Bourlanges. Oui, il y a je crois que vous posez des problèmes qui sont fondamentaux et dans lesquels on n'a pas vraiment de solution définitivement et clairement élaborée. Mais je crois qu'il y a d'abord le problème des compétences. On a trop de collectivités qui ont des compétences générales. Quand vous avez des compétences générales, ça veut dire que tout le monde s'en mêle. Donc, résultat, vous créez effectivement de la viscosité administrative de façon importante et vous créez vous avez un spécialiste de l'environnement au niveau communal, au niveau départemental, au niveau régional, etc. Et puis, à ce moment-là, vous faites des réunions entre toutes les administrations. Moi, j'avais pensé qu'une petite réforme très simple à faire, ce serait d'obliger, à chaque fois qu'il y a une réunion comprenant plus de 4 personnes et durant plus d'une heure, d'avoir une timesheet, comme on dit chez les avocats anglo-saxons, et on repérait le grade, le temps consacré, et on ferait l'addition. Après, on dirait, notre réunion a coûté tant, compte tenu de la rémunération de chacun. Et on s'apercevrait à ce moment-là que la plupart de ces réunions sont inutiles, mal organisées, et que ça représente beaucoup d'argent. Si vous aviez effectivement une clarification des compétences meilleure avec chaque fois... Moi, je vois comment ça se passe dans nos communes. Ils ont les maires des petites communes, ils ont ce que j'appelle le Grand Albert. Vous savez, le Grand Albert, c'était le manuel de sorcellerie des sorciers au XVIIe siècle. Alors, on ouvrait le Grand Albert, il y avait toutes les formules. Alors, ils ouvrent le Grand Albert, ils disent, sur les tennis, on peut avoir 30% ou 40% ou 60%. Et ils construisent donc des projets en fonction de la pompe à finances, c'est très humain. C'est parce que tout est automatisé. Les conseils généraux, les conseils départementaux ont automatisé les répartitions. Si vous disiez que des investissements qui dépassent clairement le niveau des finances communales, c'est dirigé par une autre collectivité, peut-être que vous pouvez apporter un petit fonds de concours à tout ça, 10% ou un truc comme ça, vous auriez une clarification plus grande. Donc le problème de clarification des compétences, mais quand vous dites aujourd'hui qu'on va mettre en cause la compétence générale des communes, etc., vous avez effectivement une levée de bouclier. Deuxième remarque sur les intercos. Moi, je crois que ce que dit Béatrice est très juste. Il y a une exigence de rationalisation. On a trop de communes en France, on dit on peut pas les supprimer parce que les gens sont attachés aux communes. Donc l'idée c'est de dire on va laisser le maire gérer l'état civil, un certain nombre de choses assez élémentaires et que les grandes fonctions économiques vont être intercommunalisées. Mais là, alors d'abord c'est que l'administration aime, parce qu'elle s'introduit notamment à Paris, toutes les structures indémerdables de la loi NOTRe, etc. C'est le bonheur pour l'administration préfectorale. Bon, donc on est dans quelque chose comme ça. Et puis de toute manière, les intercos, elles ne se recoupent pas elles-mêmes. Donc vous avez une espèce de dépossession démocratique pour les gens, une dépossession des élus. Moi, je crois que ce qui serait logique, mais là encore, celui qui fera ça s'exposera à une levée de bouclier considérable. Ce serait d'avoir des intercommunalités élues au suffrage universel. Selon, alors on va pas faire comme Paris, mais oui.
les maires vont s'y opposer de façon les farouche. maires seraient élus dans leur coin. Enfin, ça implique des raisonnements fondés sur le sectionnement électoral qu'on pratique, etc. C'est compliqué, mais en tout cas, on ne peut pas développer un pouvoir intercommunal fort si en même temps on ne le démocratise pas. Donc, et alors sur les finances, troisième élément, sur les finances locales, je crois effectivement il y a quand même des solutions qui existent. Ou alors il faut faire comme les Allemands. Et les Allemands, l'essentiel des financements, ce sont des dotations. Alors la Constitution s'y oppose parce qu'elle dit que c'est opposé au principe de libre administration des collectivités territoriales. C'est-à-dire on peut modifier la Constitution. Et à mon avis, là encore, l'idée que je suggérais tout à l'heure pourrait trouver une matière à s'appliquer. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer que les dotations soient fixées conjointement entre l'Assemblée nationale et le Sénat, ce qui permettrait de donner... Alors, on laisserait effectivement un volant d'application, un volant de marge pour les communes, mais on aurait des dotations nationales relativement efficaces. Donc, on a des tas de pistes possibles, mais d'une part, le pouvoir n'y est pas très ouvert à toutes ces directions, et d'autre part, ça soulèverait, effectivement, peut-être pour ça que le pouvoir n'en veut pas, ça soulèverait de très grandes difficultés politiques. Donc on est, une fois de plus, dans l'impasse. Je vous remercie. Ça me fait penser à la célèbre phrase « L'immobilisme est en marche et rien ne saurait l'arrêter ». Nous allons maintenant nous intéresser, si vous voulez bien, à l'Amérique latine, qui est dans la rue. Depuis 2 mois, au Chili, en Argentine, en Équateur, au Pérou, en Bolivie, en Uruguay, ou bien les gouvernements sont congédiés dans les urnes, ou bien ils sont contestés dans les rues. Au Chili, si l'élément déclencheur a été l'augmentation du ticket de métro, les revendications massivement soutenues par des manifestations qui ont rassemblé jusqu'à 1 million de personnes ont rapidement porté sur une profonde rénovation de la répartition des richesses et d'un système politique organisé par une constitution qui date du général Pinochet. En Argentine, ce sont les électeurs qui ont remercié dès le premier tour le président sortant, Mauricio Macri, et son modèle d'austérité concocté avec le Fonds monétaire international. Les urnes ont confié aux péronistes le soin de venir à bout des maux qui rongent un pays dans lequel a été déclaré un état d'urgence alimentaire. En Équateur, la suppression des subventions pour l'essence et le diesel, décidée là aussi conformément aux préconisations du FMI, ont embrasé les rues de Quito et contraint le président Lénine Moreno à se réfugier à Guayaquil, la plus grande ville du pays, avant de négocier une trêve avec les manifestants. Des troubles moins directement liés à l'austérité ont également eu lieu au Pérou, en Bolivie et en Uruguay, où les élections se sont déroulées sur fond de revendications sociales. En Colombie, les jeunes, et plus particulièrement les étudiants, manifestent depuis septembre pour dénoncer les cas présumés de corruption et réclamer une éducation décente. Au Venezuela, la crise économique et humanitaire n'en finit pas de ne pas trouver d'issue. Pour Olivier Compagnon, directeur de l'Institut des hautes études de l'Amérique latine, cette vague de protestations latino-américaines a pour cause première l'effondrement de la croissance économique, qui est passée de 4% en moyenne entre 2000 et 2012 à une prévision de 0,6% en 2019, croissance en berne, dans une région que la Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes de l'ONU décrivait en janvier comme la plus inégalitaire du monde. Pour le sociologue chilien Manuel Antonio Galetón, si les mouvements englobent les revendications économiques et sociales, ils les dépassent et portent très fortement sur les modes de représentation politique. Sur cette question, Béatrice Gibelin. Oui, ce qui est tout à fait frappant, c'est cette forme de concomitance, même si elle est un petit peu étalée dans le temps, parce qu'elle a démarré au Venezuela il y aura bientôt 1 an. Et on a vu à cet automne, effectivement, le Chili, l'Équateur, l'Argentine dans les urnes, l'Uruguay, effectivement, dans les urnes. Mais effectivement, c'est assez surprenant. Ceci étant, s'il y a des points communs, je pense qu'on est toujours dans des situations aussi particulière. Alors, qu'est-ce qu'on a comme point commun ? Vous l'avez rappelé, Philippe, une situation en Amérique latine dans laquelle l'inégalité est particulièrement forte. Mais ce n'est pas un phénomène récent que l'inégalité en Amérique latine. Donc, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on ait cet embrasement avec cette dénonciation des inégalités ? Et puis,
qui suffit pas non plus pour comme explication. C'est parce que, par exemple, la Bolivie, avec Evo Morales, avait considérablement amélioré cette situation inégalitaire. Et où il avait, effectivement, puisque c'était un élu de la région centre et de la zone du Cauca, et qui était un berger qui a pris grand soin, on va dire, des plus pauvres, de ce qu'on va appeler les plébéiens, et qui y ont trouvé effectivement une nette amélioration. Et en revanche, ce qu'on appelle les Blancs quand on est en Bolivie, eux ont effectivement perdu le pouvoir. Donc la Bolivie, c'est pas la même situation que celle du Chili, par exemple. C'est pour ça que je pense qu'il est important de faire un peu l'éclairage là-dessus. En revanche, ce qui est commun, c'est le sentiment d'une corruption massive. Et cette corruption, elle devient insupportable. Parce que là aussi, l'expression de la population, y compris par les réseaux sociaux, parce qu'on sait maintenant aussi l'ampleur des corruptions. Il y a eu l'ampleur de corruption massive qui partait du Brésil avec une grande entreprise dans le bâtiment et qui s'était permis de corrompre l'ensemble des pays d'Amérique latine, que ce soit la Colombie, le Chili, l'Équateur. On l'a retrouvée systématiquement partout. Et cette corruption est devenue absolument insupportable. Par ailleurs, si elle éclate maintenant, vous l'avez rapidement rappelé, comme le disait Olivier Compagnon, c'est qu'on a eu du grain à moudre avec des matières premières au cours très élevé, qui donnaient effectivement de l'argent à pouvoir redistribuer. La caractéristique de ces pays d'Amérique latine, c'est que ce sont des économies de rente. Et on parle d'économies extractives, hein, y compris pour l'agriculture, si vous voulez. Et que le plus grand bénéficiaire, et ça, je n'ai pas beaucoup entendu que ce soit dit, de cette économie-là, c'est la Chine. C'est la Chine qui met en coupe réglée, d'une certaine façon, toute la richesse de l'Amérique latine. Et ces pays, quel que soit le régime, qu'il soit de gauche, et surtout quand il était de gauche, mais même quand il était de droite, se sont jetés pieds et poings liés entre les mains de la Chine. On est passé d'un impérialisme américain honni pour un impérialisme dans la représentation que la Chine avait été autrefois un pays du tiers-monde, alors qu'elle se comporterait bien. Et aujourd'hui, on est dans une situation d'un passage en dépendance qui est extrêmement important, qui se traduit quand même par des achats de terres importants. Quand on parle de la déforestation, on dit qu'en Équateur, c'est les incendies qui n'ont pas été maîtrisés. Mais ces incendies sont quoi ? Sont aussi destinés à la déforestation pour mettre en culture, pour des cultures qui doivent aller en Chine. Donc c'est une situation qui est extrêmement grave sur le plan économique, social, politique et environnemental. Nicole Nisotto. Oui, moi je ne nie pas la spécificité de chacun des pays en Amérique latine, ni même la spécificité de l'Amérique latine en tant que continent par rapport au reste du monde. Mais ce qui me paraît clair, et la fin de vos propos le souligne, c'est qu'aujourd'hui la crise de l'Amérique latine, c'est une partie de la crise de la mondialisation et qu'on ne peut pas comprendre ce qui se passe en Amérique latine si on en reste justement à un contexte latino-américain. D'abord, depuis l'Amérique latine a connu une croissance fulgurante au début des années 2000 à cause de la hausse des prix du pétrole et à cause de la demande chinoise. Depuis 2010, c'est l'inverse. Les prix du pétrole ou les prix des matières premières sont baissés. Par exemple, le prix du baril de pétrole, j'ai vérifié, il était de $100 en 2000, il est aujourd'hui de $56. Donc, premièrement, chute de l'économie de rente et deuxièmement, baisse de la croissance chinoise. Autrement dit, ce que vous appelez la dépendance à l'égard de la Chine, c'est aussi un phénomène d'ampleur qui dépasse largement l'Amérique latine sur la baisse de la croissance chinoise. Et donc, tous ces pays connaissent donc une inégalité sociale qui explose. Et là, je crois que c'est pas propre à l'Amérique latine. C'est pas simplement qu'elles existaient depuis longtemps, c'est que l'inégalité est au cœur même de la crise de la mondialisation. Par exemple, dans la région de l'Amérique latine, 63 millions d'habitants sont dans une situation d'extrême pauvreté, d'après les chiffres des Nations Unies. Et toujours d'après les Nations Unies, par exemple,
Au Chili, 1% de la population possède 26% des richesses. Et ça, c'est un phénomène général. Cette mais ça, c'est pas la mobilisation... mondialisation. Si. On voit le même phénomène en Amérique latine, dans la rue libanaise, dans la rue française, dans la rue algérienne. Il y a cette idée que la répartition de la richesse globale aujourd'hui n'est plus assurée et surtout qu'elle est de plus en plus mal assurée. Et là, je voudrais revenir sur un point qui sont les leçons justement qu'on peut tirer de cette rue sud-américaine. La première leçon qu'on peut tirer, je crois, c'est qu'il y a un double échec de la gauche populiste. Ça, on le savait depuis le Venezuela, mais qu'il y a aussi un échec de la droite libérale et que les deux sont incapables d'assurer aujourd'hui la redistribution minimale des richesses. La gauche, parce qu'elle a plus de rente, et comme elle n'a jamais transformé l'économie, donc elle n'a plus de moyens à redistribuer. La droite, parce que c'est pas dans son radar, et surtout parce que les pays de droite, notamment l'Argentine, notamment l'Équateur, ont passé des contrats avec le FMI qui sont absolument d'une violence extrême, exactement comme, par exemple, le FMI l'avait imposé à la Grèce. Je donne quelques exemples. Donc, mon premier point, c'est que la gauche et la droite sont incapables aujourd'hui d'assurer la redistribution sociale. Et deuxièmement, sans vouloir passer pour une gauchiste, mais à la limite, je peux assumer, ce qui est extraordinaire, c'est de voir à quel point le FMI, quel que soit le continent, que ce soit l'Afrique, que ce soit l'Europe avec la Grèce, que ce soit l'Amérique latine, a une seule formule unique, valable sur tous les continents, quelles que soient les sociétés, qui sont les réformes structurelles. Et évidemment, ça crée des étincelles et après des colères extraordinaires. Je donne un exemple quand même. En Équateur, l'Équateur a fait un prêt de 4 milliards au FMI. L'Argentine, Macri, a fait un prêt de 54 milliards. En Équateur, les mesures, c'est réduction de 20% des salaires de la fonction publique, diminution des vacances des fonctionnaires de 30 à 15 jours, contribution d'une journée de salaire par mois au trésor public. Quelle classe moyenne est capable d'accepter ça? Donc, je crois qu'il y a un phénomène à la fois des institutions internationales chargées de gérer les crises financières et de l'évolution de la mondialisation vers un ralentissement, voire peut-être un arrêt de la croissance chinoise qui affecte tous les continents. Mathias Fecker. On pourrait paraphraser Coluche qui disait en substance, il faudrait quand même expliquer aux pauvres qu'ils ont de la chance d'être pauvres dans un pays riche. Il y a un peu de ça en Amérique latine aujourd'hui. C'est-à-dire que les inégalités sont d'autant moins acceptables, d'abord qu'elles sont visibles, elles sont matérialisées à la télévision, dans les réseaux sociaux, dans la rue, et que par ailleurs, les pays connaissent une croissance importante. Croissance forte, des investissements qui continuent à affluer dans beaucoup de pays. Et donc, quand vous vous déplacez en Amérique latine, vous voyez bien, je ne veux pas être trop simpliste, mais vous voyez bien quand vous passez de bidonvilles au sens vraiment où ce sont des endroits sans sanitaire, sans eau, avec des conditions absolument déplorables, à des quartiers, des gated communities protégés, etc. Un modèle social qui ne peut pas fonctionner. Donc il y a cet aspect-là. Ensuite, il y a peut-être d'une certaine façon une lutte d'impérialisme aussi. Il était question de la Chine, mais les États-Unis restent quand même très présents. Et moi, ce qui m'a frappé dans les derniers mois, c'est la timidité de la diplomatie européenne pour s'exprimer comme il faut sur ces sujets. J'ai trouvé que et la France et l'Europe dans son ensemble avaient du mal à trouver la tonalité juste, s'exprimant soit vraiment en étant totalement aligné sur le président Trump, ce qui est quand même sur ce sujet-là un comble, soit en étant inaudible ou silencieuse. Or, il y a une voie à trouver. Il y a des liens d'amitié, des liens de culture extraordinaires, en particulier entre notre pays et l'Amérique latine. On se souvient de la visite mémorable, historique du général de Gaulle en Amérique latine. Je crois qu'il était resté 3 semaines. Alors, c'est une autre époque. Il ne s'agit pas du tout de comparer, mais dont on parle aujourd'hui encore. Alors, comment retrouve-t-on, nous, le chemin de l'Amérique latine, y compris pour affirmer une voie européenne dans la mondialisation? Je pense qu'il y a eu un manque important là-dessus. Marcheremos la mano et la mano. Je pense qu'on se souvient de ce Avec discours de Mexico. Jean-Louis Bourlanges. Charlie Hebdo, qui après, pas Charlie Hebdo, L'Os à moelle de Pierre Dac. Pierre Dac et Francis Blanche, qui avait
publié pendant 4 semaines, Santiago du Chili, la pharmacie Lopez sera de garde dimanche prochain. Ensuite, il y avait à nouveau la pharmacie Lopez, encore de garde dimanche prochain. Scandale, la pharmacie Lopez est toujours de garde dimanche prochain. Et le dernier numéro, c'était De Gaulle à Santiago du Chili. Mon cher Lopez, je prends votre affaire en main. C'était effectivement un très grand moment. Moi, là où je suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Nicole et d'accord avec les mots réprobatrices de Béatrice. Je dis ça pour nos auditeurs qui n'ont pas vu les mots réprobatrices de Béatrice. C'est que je crois qu'on peut dire tout ce qu'on veut de l'inégalité absolument accablante. Je crois que tout le monde est d'accord là-dessus. Accablante en Amérique latine, mais ça n'est pas un fruit de la mondialisation. C'est une situation ancienne. Lisez Tristotropique, enfin, c'est une chose absolument évidente. En revanche, là où je suis d'accord avec Nicole, c'est que je crois qu'il s'est passé quelque chose. Moi, je suis effectivement très attristé, parce que je me rappelle, j'avais un slogan il y a une dizaine d'années sur l'Amérique latine qui était Chavez no, Lula si. Parce que on avait Chavez qui menait vraiment une politique dont il était clair qu'elle conduisait là où elle a conduit le Venezuela, c'est-à-dire à la ruine complète économique, sociale, à la pénurie alimentaire, à la misère, enfin une cure d'amaigrissement réussie. Enfin bon, pour les gens, c'était vraiment affligeant. Et à côté de ça, on avait une politique de Lula qui, certes, ménager les classes supérieures, parce que les classes supérieures, la fortune des classes supérieures était en réalité insaisissable, mobile, mais organiser une redistribution intelligente à partir des classes moyennes supérieures en direction des favelas, avec d'ailleurs des choses qu'on réprouvait en France, qui étaient de lier l'aide alimentaire à l'obligation de scolarisation, enfin des choses comme ça, qui en France faisaient hurler les gens quand on voulait appliquer ça, mais il y a vraiment eu un effort extraordinaire alors je sais pas si Lula a mis les petits doigts, la main dans la confiture ou pas, mais en tout cas c'était en tout cas il n'est pas le seul s'il l'a fait. Oui. Non, Lula, je ne crois pas, mais enfin, en tout cas, il serait le seul à ne pas l'avoir fait. Instrumentalisation judiciaire de tout ça. Bon, et je crois qu'on a bien vu effectivement que les procès qui l'ont été faits n'étaient pas entièrement déconnectés de liens politiques. Ouais. Quand le procureur en question est nommé garde des Sceaux la semaine d'après, il y a un petit indice. Il y a un petit problème, oui. Donc on avait quelque chose qui était quand même très intéressant, parce qu'en plus, il respectait le FMI, qui était quand même le FMI, c'était quand même Strauss-Kahn, Blanchard, etc. Il faut pas exagérer la portée. Mais ce qui s'est passé, c'est effectivement un retournement de conjoncture. Il n'y avait pas seulement le pétrole qui allait bien, il y avait le soja aussi. Le soja, c'était très important. Cuivre. Oui. Il y avait tout un ensemble de choses qui allaient bien. Et alors là, on est dans une situation où vraiment toute la misère de la planète s'abat sur l'Amérique latine, parce que c'est une crise de l'idéologie révolutionnaire, avec l'échec sans phrase de Chavez-Maduro. C'est une crise du populisme, avec l'échec sans phrase de Kirchner, etc. Le péronisme, quand vous dites la droite, Nicolas, moi je sais pas ce que c'est que la droite. Il y a le libéral, mais le péronisme, c'est pas la droite, c'est l'extrême droite, ou l'extrême gauche. Mais quand vous lisez le prix Renaudot l'année dernière, sur le docteur Mengele, vous voyez quand même bien assez clairement l'ampleur des liens entre le péronisme et le nazisme. Bon, on est vraiment dans c'est la droite, je sais pas ce que ça veut dire. Macri est un homme mais libéral. On a Macri contre les péronistes. Alors c'est droite contre droite, si je puis dire, mais pas la même. Donc Macri a effectivement pas réussi. Les péronistes ont toujours échoué, et en même temps, on a une conjoncture et on a un phénomène de corruption généralisée qui fait que le Manitoba public ne répond pas. Donc, on a vraiment la convergence de toutes les difficultés, et de ce point de vue-là, l'Amérique latine est exemplaire. Béatrice Gibelin. Juste, moi, je ferais quand même un bémol sur la situation de la Bolivie. Parce que ce qui s'est passé en Bolivie est tout à fait différent. Morales s'est accroché au pouvoir au-delà du raisonnable, puisqu'il a refusé, au fond, le référendum qui interdisait qu'il puisse faire un 4e mandat. Il s'est opposé à ça. Il a manipulé la Constitution pour pouvoir se maintenir. Mais la situation n'était pas
pas sur le plan économique comparable. Oui. Et C'est pas Maduro. C'est pas Maduro Oui, d'accord. du tout. Donc il faut quand même pas tout confondre, ni Ortega, ni voilà. C'est quand même important. Merci. Nous sommes entrés dans notre dernière séquence. La séquence des brèves que je vais introduire en recommandant le film Les Misérables. Peut-être pas pour les raisons pour lesquelles on en parle tellement, parce que c'est un film qui n'est pas ce portrait des banlieues dont on nous parle, qui n'est pas ce plaidoyer contre ou en faveur d'eux. C'est d'abord un film très bien construit, très très bien rythmé, très très bien joué. Je pense que les surinterprétations vont voler de partout, mais après tout, ça n'a pas beaucoup d'importance dans la mesure où chacun est capable de se faire son opinion. Et puis rapidement un mot sur le film de Polanski, sur Dreyfus, qui est remarquablement joué. Par des acteurs qui à aucun moment ne se laissent tenter par le surjeu. Dieu sait si c'est facile quand on joue les bons ou quand on joue les méchants. Après, sur l'aspect historique de la chose, bon, on sait de quel roman, enfin de quelle romance, de quelle novélisation, comme on dit en anglais, de l'affaire Dreyfus, sur quelle novélisation de l'affaire Dreyfus ce film repose. Il a les mêmes défauts que la novélisation, c'est-à-dire qu'à mon avis, il n'a pas bien compris ce que c'était que Picard et pour quelle raison Picard avait fait ce qu'il avait fait, et il en fait une sorte de héros et de bon samaritain, etc. Bon, mais il n'empêche. Disons que pour résumer la chose, ce film, c'est un antisémite à visage humain, absolument. Ce film a fait le même effet qu'Amadeus, c'est-à-dire je suis sorti d'Amadeus furieux de la représentation de Mozart en punk hennissant qui avait été choisi, et en même temps ébloui par l'intelligence du film, sa construction, sa splendeur, et toute l'envie que ça pouvait donner d'entendre la musique. Donc voilà, pour les mêmes raisons, je pense la même chose, si j'ose dire, de ce film sur Dreyfus. Jean-Louis Bourlange. Oui, moi je voudrais signaler la récompense donnée sur un livre que j'avais moi-même présenté comme brève ici, qui est le livre de Philippe Reynaud, La laïcité, histoire d'une singularité française. Philippe Reynaud vient de recevoir le prix Jean Zay, qui est un prix littéraire qui récompense les ouvrages porteurs de valeurs républicaines. Alors, je crois que les gens ne se précipitent pas pour lire des livres comme ça, mais je crois qu'ils ont un peu tort. En tout cas, on a toujours tort de ne pas lire Philippe Reynaud. Et Philippe Reynaud, je suis pas entièrement d'accord avec tout ce qu'il dit. Notamment, je crois que par rapport à d'autres, il sous-estime un peu, enfin, la matrice chrétienne de la laïcité, je crois que mais il montre quelque chose de tout à fait essentiel, qui est le lien entre l'établissement du pouvoir absolu à partir d'Henri IV et la laïcité, c'est-à-dire le moment où le pouvoir politique s'affranchit de toute tutelle religieuse pour devenir lui-même le répartiteur, l'ordonnateur du jeu politique à la place de l'Église. Et donc c'est une histoire très, très intéressante, qui effectivement aboutit aux grandes polémiques et aux grandes discussions d'aujourd'hui. Et je pense que, vu l'importance centrale du problème de laïcité dans notre pays, c'est un livre que tout le monde devrait lire. Moi, je recommande une petite brochure de la Fondation pour l'innovation politique, écrite par Stéphane Courtois, 1939, l'alliance soviéto-nazie aux origines de la fracture européenne. C'est extrêmement intéressant pour montrer l'ampleur des liens qu'il y a eu entre 39 et 41, qui est très éclairante, vraiment très éclairante, et comment le rôle de Staline dans cette affaire, et c'est important de le relire pour comprendre pourquoi les Polonais aujourd'hui ont cette méfiance viscérale vis-à-vis de la Russie. Ça me semble les problèmes qui se posent aussi aujourd'hui dans cette Europe de l'Est, dans son rapport à la Russie. Franchement, ça a été publié en septembre 2019, ça vaut 5 €, il faut vraiment pas se priver et lire ça, ça permet de remettre les choses en perspective. Nicole Nisotto. Alors moi, exceptionnellement, Philippe, j'aurai 2 brèves très brèves. La première, c'est pour le plaisir, pour vous relire le portrait du maire le plus célèbre de la littérature. Je suis sûre que Jean-Louis va le trouver tout de suite, à Verrières. Un grand homme à l'air affairé et important. À son aspect, tous les chapeaux se lèvent rapidement. Ses cheveux sont grisonnants et il est vêtu de gris. Il est chevalier de plusieurs ordres, il a un grand front, un nez aquilin, et au total, sa figure ne manque pas d'une certaine régularité. On
trouve même au premier aspect qu'elle réunit à la dignité du maire de village cette sorte d'agrément qui peut encore se rencontrer avec 48 ou 50 ans. Mais bientôt, le voyageur parisien est choqué d'un certain air de contentement de soi et de suffisance, mêlé à je ne sais quoi de borné et de peu inventif. On sent enfin que le talent de cet homme-là se borne à se faire payer bien exactement ce qu'on lui doit et à piller lui-même le plus tard possible quand il doit. Monsieur de Rênal, dans Le Rouge et le Noir. On préfère la femme en général. Oui, on comprend Madame de Rênal quand même, hein, franchement, avec un mari pareil. Et ma deuxième brève, beaucoup plus sérieuse, c'est pour vanter encore une fois les mérites d'une revue, qui est une revue très grand public sur les questions internationales, qui s'appelle d'ailleurs Questions internationales et qui est publiée par la Documentation française. Le numéro 100 est un numéro sur la paix, illusion et réalité. C'est une excellente revue avec une iconographie très belle, très grand public. C'est ce qu'on appelle de la belle vulgarisation. Et en France, où on adore réfléchir à la guerre, un numéro sur la paix est bienvenu. Mathias Fekl. J'ai essayé de rester en Amérique latine, en tout cas au sens large, en recommandant l'œuvre de l'écrivain cubain Leonardo Padura, qui est un auteur extraordinaire. Alors avec plusieurs types de livres, il y a son chef-d'œuvre, à mon avis, L'homme qui aimait les chiens, une traversée du XXe siècle absolument extraordinaire, avec à la fois la nostalgie des promesses de la Révolution et puis une forme de désenchantement devant ce qui en est advenu, et puis des romans policiers où on pénètre dans le Cuba d'aujourd'hui. C'est un auteur qui vit à La Havane, qui publie là-bas et qui publie des livres assez critiques en réalité de l'état du pays, avec un style, une nostalgie, une humanité absolue. Donc je conseille chacun de ses livres. Vous pouvez désormais recevoir une lettre d'information du Nouvel Esprit Public. Le premier numéro vient de paraître il y a 48 heures. Pour le recevoir, il vous suffit d'envoyer votre propre adresse de courriel à la lettre du Nouvel Esprit Public @gmail.com, la lettre du Nouvel Esprit Public @gmail.com. Je remercie Nicolas Tourneau qui fait vivre notre site, Benoît Carré qui assure le compendium de nos échanges, Sophie Jacquin avec qui cette émission a été préparée, l'Arrière-Boutique et Adrien Beccaria qui l'a enregistré, Julien Neuville et Nouvelles Écoutes qui l'a produit, et je vous rappelle, mais est-ce nécessaire, que en nous accordant un soutien mensuel de 30 €, la défiscalisation fait qu'il ne vous en coûtera que 10. J'espère vous retrouver la semaine prochaine et n'oubliez pas la lettre du Nouvel Esprit Public @gmail.com.